Rebonjour. Bon, suite à ce que j'ai développé dans l'autre capsule comme introduction théorique à ce que j'ai appelé l'état de droit, et quel état de droit on est en train de fabriquer au Liban actuellement ou d'essayer de mettre sur place pour remplacer l'ancien, ben, on a parlé de deux modèles dans la capsule d'avant. Modèle français d'un état de droit fondé sur l'individu, sujet, individu, citoyen, etc. Et qui suppose une homogénéité de la société. C'est pour ça qu'on a parlé de modèle français, qui n'est plus de mise actuellement, même en France. C'est-à-dire, depuis le moment où la France a un problème d'émigration actuellement, disons qu'ils ont 4 à 5 millions de musulmans français, on ne peut pas parler d'une société déjà homogène dans sa population. Ça crée un problème interne de multiculturalisme. Ce n'est pas la façon américaine, mais c'est difficile à gérer. D'où la naissance, ce n'est pas le cas de la France seulement, mais le cas d'une grande partie de l'Europe, la naissance d'un discours raciste et tout ce qu'on a trouvé à opposer à ce multiculturalisme pour se débarrasser de cet intrus qui s'appelle les étrangers ou les Arabes ou les musulmans, etc. On a fait toute cette introduction théorique pour dire que c'est lié de près à ce qui se passe actuellement au Liban dans l'impasse de la formation du gouvernement. Quel est l'enjeu de cette impasse et quel rapport y a-t-il entre cette formation du gouvernement et le débat théorique qu'on a évoqué? Je vais placer ça sous le titre de le Liban entre l'accord de Taïf et l'accord de Doha. Et je m'explique pourquoi cette précision-là. C'est-à-dire que après une guerre civile qui a duré assez longtemps au Liban, qui a pris fin, soi-disant, en 90, il y a eu, 89-90, il y a eu une intervention finalement de la part des joueurs qui ont assez joué avec la carte libanaise de mettre fin à cette guerre. Et donc, on a conclu à cette époque-là ce qu'on est convenu d'appeler l'accord de Taïf, et qui était qui concernait trois acteurs essentiels à l'époque, à savoir l'Américain, qui est le mal nécessaire, les États-Unis d'Amérique, et qui est la plus grande puissance de la région, et l'Arabie Saoudite, qui est supposé être avec l'Américain son protégé, le protégé de l'Américain, mais qui est supposé détenir le carnet de chèques qui va reconstruire le Liban. Et il y avait un troisième joueur, lui qui était un outsider, et qui est Hafez al-Assad, qui, lui, s'est imposé comme partenaire dans ce trio parce qu'il tenait la carte libanaise.
sur le terrain. Il a œuvré longtemps pour en arriver là, comme il a œuvré longtemps pour maintenir en même temps la carte palestinienne. Et c'est la preuve que la théorie qui dit que l'impérialisme américain à la façon marxiste, là, comme quoi c'est eux qui décident tout, et qu'ils ont vu ça dans leur computer, là, comment gérer les affaires, c'est pas tout à fait exact. La preuve qu'un pays comme la Syrie et qu'un acteur comme Hafez al-Assad, il a pu déjouer, en faisant son alliance avec l'Iran, et ça on va le voir, déjouer les plans qui étaient prévus de la région et tirer sa part de gâteau, ou d'être partenaire. Et pourtant, ce n'est pas une grande puissance, ni la Syrie, ni l'Iran. Bref, donc l'accord de Taïf, il y avait ce trio-là, mais chacun avait ses calculs. Et là, je propose une lecture politique de Taïf et non pas une lecture juridique, parce que on a souffert jusqu'à maintenant au Liban de la multiplicité des lectures tout à fait juridiques. Est-ce qu'on a appliqué le Taïf, on ne l'a pas appliqué, ça stipule quoi, etc. C'est pas là la question, ça ne nous explique pas ce qui s'est passé réellement. Pour le Taïf, depuis sa naissance, depuis sa signature entre ces trois partenaires, chacun des partenaires a sa lecture de Taïf, ou qu'est-ce qu'il voulait de Taïf, qu'est-ce qu'il prévoyait à partir de ça. D'abord, il y avait la lecture américaine qui était partagée par les Saoudiens. Les Saoudiens, ce pas des gens qui disent non aux États-Unis, là, même avec leur carnet de chèques, mais ils suivent. Donc, les Américains avaient leur lecture comme quoi un pays comme le Liban, s'ils arrivent à mettre fin à la guerre, aux chicanes, c'est pas très important pour eux. Le Liban n'est pas un pays pétrolier, c'est important pour d'autres raisons, parce qu'il est limitrophe de leur allié chéri qui est Israël, et que la carte du Sud-Liban, ça peut être joué par des partenaires qui ne sont pas tout à fait gentils des fois. Entre l'OLP qui a joué avec cette carte et par la suite l'Iran qui a été délégué par la Syrie pour tenir le Sud-Liban avec son Hezbollah. Bref, donc les calculs américains de l'époque, c'était de mettre fin à ce conflit, c'est assez là, et de désigner ou reconfigurer le pouvoir au Liban. Et qu'ils considéraient que ça leur revenait à eux de droit de le faire. Avec plus ou moins la participation consultative d'une France de l'époque qui avait déjà géré le Liban à titre de mandat et qui se présente sur le plan international, on le voit bien maintenant avec Macron, comme étant avec le Liban, il connaît bien le dossier libanais et elle a des aspirations d'un empire révolu de revenir sur la scène et de participer. Mais finalement, son rôle se limitait à conseiller aux Américains. Des fois, c'est écouter, des fois, et souvent pas. Bref. Donc, l'accord de Taïf, selon la lecture américano-saoudienne, a abouti
à l'élection d'un président de la République qui représentait cet aspect d'un État minimum de droit et de répéter plus ou moins l'expérience du chihabisme au Liban, avec un candidat respectable qui s'appelait René Maouad et qui a été élu président de la République suite à Taif. Et Hafiz al-Assad, qu'il avait mis sous l'examen de Abd al-Halim Khaddam de l'époque, a conclu qu'il ne peut pas fonctionner avec un président qui est désigné par les Américains et par l'Arabie Saoudite. Et que lui, il tient le terrain, il a payé cher pour tenir la carte libanaise. Ça le revenait à lui de désigner ou de participer à l'élection d'un président de son choix. Et ça, c'est nouveau. Et donc, selon la méthode très connue de Hafiz al-Assad à l'époque, il a carrément tué René Maouad 2 ou 3 semaines après son élection. Et avec lui, il a tué le Taif. Donc tout le débat juridique sur le Taif était appliqué ou pas appliqué. Dans une lecture politique réaliste, c'est de dire Taif est déjà mort à cette époque-là et que le Syrien ne voulait pas honorer sa signature de Taif, comme l'entendaient l'Américain et le Saoudien, et de revenir à une formule chihabiste, etc. Et tout ce qu'il a fait, c'est de remettre en question, de remettre dans le même gouvernement, je parle du Syrien, les chefs de milice, les chefs des Taïfa, et qui ont fait la guerre, qui se sont entretués pour devenir ministres, etc. Et que, oubliez l'état de droit, ça c'est pas fait pour vous, là, c'est pour ailleurs. Et il a désigné, à partir de là, en consacrant une tradition, que c'est la Syrie qui désigne le président de la République. Il y en a eu plusieurs qui ont été élus dans cet esprit-là. Il a habitué les Libanais, selon cette formule, que c'est comme ça que ça se passe et que les institutions, ça suit. C'est-à-dire, il y a un adage du temps des Syriens, par exemple, au niveau de l'élection des députés, c'est de se présenter, de faire la connaissance du gouverneur militaire de Mukhabarat au Liban, Ghazi Kenaan. Et si ta gueule plaît à Ghazi Kenaan, il te dit « Bon, tu es déjà député, va présenter ta candidature. » C'est-à-dire tu es désigné chez lui comme député et après tu te présentes aux élections. On n'est pas loin de la formule qui a suivi après, du temps de Hezbollah, c'était pas loin de ça. Sauf que chez le Hezbollah, ça a touché en même temps comment fabriquer non seulement les députés, mais les mass médias et les journalistes. Il suffit de quelqu'un de manger avec, il suffisait avec Wafi Safa pour que tout de suite toutes les chaînes de télévision vont l'interviewer comme expert au Proche-Orient et de quoi il a discuté avec Wafi Safa. Et donc il devient un journaliste
de renommée, quoi. Bref, disons que si on accepte cette lecture, que Taïf est déjà mort depuis longtemps, et donc il n'a pas été appliqué, et tout en rappelant que le Taïf, c'était pas l'idéal aussi, le Liban, parce qu'on se réfère maintenant à Taïf comme une icône, mais c'était une conjoncture à l'époque d'arrêter la guerre, de mettre un terme à ça, et il y avait des éléments où les Libanais pourront un jour discuter sur ce qu'il faut réformer, ce qu'il ne faut pas réformer et tout. Et pendant toutes ces années, il s'est avéré que personne ne voulait rien changer dedans, ça arrangeait tout le monde, parce que tout le monde a pris sa part du gâteau de Taïf. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'accord de Doha, Doha, de Qatar. J'appelle ça, moi, l'accord de Sheikh Hamouza, qui est la femme de pouvoir à Qatar. C'est dans quelle conjoncture et quel rapport y a-t-il entre cet accord-là, le Taïf et la crise actuelle du ministère? C'est que, pour ne pas rentrer dans l'événementiel, qui est déjà très connu, on prend essentiellement un point de repère qui est l'assassinat de Hariri en 2005 par le régime syrien. Et on s'est arrangé à l'époque avec le conseil de Chirac de faire porter le chapeau de cet assassinat au seul Hezbollah et d'oublier le rôle de la Syrie, en espérant que la Syrie, avec ce cadeau-là, va prendre sa distance avec les Iraniens. Donc, ce que les pays du Golfe ont fait récemment, avant la chute de Bachar al-Assad, pour l'éloigner de la Syrie en lui faisant des chèques, ils n'ont pas inventé la poudre. C'est déjà une idée française au départ et qui n'a pas abouti. Ils ne savaient pas quel lien organique liait le régime syrien alaouite avec le régime iranien de Wilayat al-Faqih. Là, on est dans la vraie politique, là. C'est pas des idées en l'air. Et donc, disons que l'assassinat de Hariri a créé ou a déclenché une révolte que les gens qui ont participé à ça aiment appeler ça une révolution, dans la mesure où il y avait unanimité à l'époque qui ont protesté à cet assassinat et qui réclamaient le départ de l'armée syrienne de la Syrie. Maintenant, la responsabilité est partagée parce que ça correspondait à une conjoncture occidentale aussi, parce que les calculs des grandes puissances ont fait en sorte que le régime syrien il a fait son temps dans les services qu'il a rendus et aux grandes puissances et aux forces régionales. Et ils ont travaillé sur ce qu'on appelle la résolution 1559, qui réclamait le départ de l'armée syrienne et
d'en finir avec les milices au Liban. Le mouvement du 14 mars, qui a pris de l'ampleur à l'époque, était mal géré. On n'est pas là pour en parler, puisque c'est les mêmes symboles qui étaient appuyés par le régime syrien qui ont pris la tête du mouvement et qui, à un moment donné, puisqu'il n'y avait pas un programme homogène qui lie ces gens entre eux, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Ils se sont arrêtés à mi-chemin. C'est ce qui a permis à Hezbollah, profitant de la guerre de 2006 menée par Israël contre le Liban, de se présenter comme étant le vainqueur de cette guerre de 33 jours, et qu'au nom de cette victoire divine, disait-il, au moins parce que les Arabes étaient dans un état lamentable, c'était la surenchère entre l'Iran et les régimes arabes. Et c'est ce qui faisait la force toujours de la stratégie iranienne dans la région, en tenant la carte palestinienne du sud Liban. Et donc, le Hezbollah a réussi, avant de faire le coup de force à Beyrouth, là, pour rappeler le nouveau rapport de force qui s'est créé après la guerre de 2006, ou la victoire divine, que ça lui donne accès à pratiquer un pouvoir absolu à l'intérieur du Liban. La preuve, c'est que on parle souvent du mouvement de 6 mai qui a eu lieu, mais ça a été précédé que, avant ça, les Hariri avaient la majorité au Parlement. Tout le monde était solidaire et protestait contre l'assassinat du père de Saad al-Hariri, Rafi al-Hariri. Et ils ont formé des gouvernements qu'ils ont gérés. Celle de Sanyura à l'époque avait la majorité. Et tout ce que Hezbollah a fait à l'époque pour rappeler le nouveau rapport de force, ils ont dressé une tente devant le sérail et ils ont empêché Sanyura de gouverner. Il ne pouvait même pas aller aux toilettes. C'est dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez les sunnites dans leur façon, et le haririsme, pour ne pas parler d'une taïfa en entier là. Comme quoi, ils n'avaient pas besoin à Hezbollah d'envoyer leurs motos et de terroriser les gens de Beyrouth pour que le haririsme s'effondre devant eux, parce que c'est pour la simple raison, c'est que ils n'avaient pas compris, je ne sais pas s'ils l'ont compris maintenant, que faire de la politique au Liban, ça rejoint une hypothèse aussi occidentale, ça commence par gagner la guerre. C'est-à-dire la politique, n'en déplaise à Clausewitz, est un acte de guerre au départ. C'est pas, comme disait Clausewitz, que le militaire, c'est la continuation de la politique d'une autre façon. Et nous, c'est à l'envers. Chez nous, c'est tu achètes un Kalachnikov avant et tu fais de la politique à partir de là. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Sinon, tu vas en Suisse ou bien aux Émirats et tu restes. Surtout pas de politique. Et c'est là où on est au cœur même de ce qui se passe actuellement sur la crise du
de former le gouvernement et sur quelle base. On va continuer. Et merci.